Amis du Cateau et des alentours, bonjour. Voici la nouvelle édition du journal du Cateau, qui vous est maintenant bien familière. Et voici les titres qui vont vous être proposés dans quelques instants. Vous aurez tout d'abord un retour sur une conférence sur le développement de l'enfant de 0 à 2 ans qui s'est tenue au centre hospitalier du Cateau. Nous partirons ensuite sur un développement un petit peu naturel avec la remise des palmes académiques, l'enfant ayant grandi, à M. Jérôme Husson, qui est le principal adjoint du collège Jean Rostand. Nous reviendrons ensuite quelques instants sur le forum des métiers au collège Jean Rostand également, avec le choix d'une carrière professionnelle pour les jeunes. Nous assisterons ensuite à la signature d'une convention de partenariat établie pour le départ du Paris-Roubaix Espoir à partir de la ville du Cateau. Un détour par le concours de Pâques au marché aux bestiaux et une visite guidée de la maison forestière de la Dorse qui sera inaugurée incessamment sous peu. Enfin, pour terminer, nous referons un petit retour en arrière, un petit regard dans le rétroviseur avec les archives de Beffroi Vision de mars 2003. Commençons par le commencement avec le développement de l'enfant de 0 à 2 ans. Une conférence s'est tenue au centre hospitalier qui a été présentée et qui est à l'initiative du docteur Buziot, pédiatre à l'hôpital, qui a présenté ses collègues psychomotriciennes et orthophonistes qui nous ont parlé du développement de l'enfant dans une période qui est critique, où il est normal qu'il y ait des difficultés, mais qui ne doit absolument pas persister. On vous explique pourquoi et comment. Voici le détail de cette conférence. Eh bien, ce soir, nous organisions une conférence pour faire suite aux journées de porte ouverte de notre maternité à Le Cateau-Cambrésis. Et puis, il était maintenant le tour de faire une conférence pédiatrique. Madame Falmata, la chef de service, il y a quelques années, avait fait une conférence gynéco. Et je m'étais dit que de donner les grandes lignes du développement de l'enfant pouvait être très intéressant pour l'ensemble des spectateurs de ce soir et des nombreux spectateurs qu'il y avait sur Facebook. Pour parler des grandes lignes du développement de l'enfant de 0 à 2 ans, parce qu'il fallait donner des étapes et sur ces étapes de donner les signaux d'alerte. Donc l'équipe du CAMS, les 3 rééducatrices, Amélie, Alice et Aline, ont parlé ce soir sur le développement de l'enfant de 0 à 2 ans en donnant des petits conseils. Et voilà. Alors, il a été abordé comme question la problématique des tablettes. Les tablettes sont extrêmement dangereuses pour le développement de l'enfant. Si le parent n'est pas à côté, si le parent accompagne l'enfant avec la tablette devient comme un jouet. La tablette remplace le livre, remplace les jouets en bois. Il faut vivre avec son temps. Mais laisser une tablette seule avec l'enfant, ça n'a aucun intérêt. C'est un enfant qui ne va pas développer son aspect cognitif, c'est un peu particulier, son développement cérébral. Et comme exemple, les enfants qui ont subi le confinement pendant 2 ans, les enfants étaient seuls à la maison. Et s'occuper d'un enfant, en tant que parent, c'est pas toujours évident. Et on a la facilité de donner une tablette à l'enfant. Tiens, joue avec, voilà. Et puis on vient le rechercher, le gamin est complètement zombie, voilà. Donc c'est dangereux. Et je crains pour les enfants qui sont nés durant cette période de confinement, s'ils n'ont pas été stimulés par leurs parents, par des jeux ordinaires, jouer avec du papier, jouer avec des Legos, jouer avec des poupées, jouer à 4 pattes, etc. Enfin voilà, de faire des chatouillis, de parler à son enfant, de chanter avec son enfant, de rire avec son enfant. Voilà, je pense que ce soir, on a apporté un petit peu de conseils aux parents et aux professionnels de santé qui étaient nombreux ce soir. Et je remercie de leur présence. Je remercie également le centre hospitalier de Le Cateau qui nous a accueillis dans les locaux pour pouvoir mener à bien cette conférence. Merci Beffroi Vision. Alors du coup, en fait, on a présenté le développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 2 ans afin de permettre un repérage précoce chez l'enfant. Donc d'un point de vue moteur, on a présenté du coup le développement de sa motricité globale et de sa motricité fine.
Du coup, c'était l'importance de laisser libre l'enfant de se bouger, de se mouvoir de manière libre, éviter des installations qui vont l'entraver. Donc on ne va pas l'asseoir, on ne va pas le mettre dans un trotteur ou un jumpéro. Et en fait, dans la mesure du possible, on va le laisser en motricité libre et en fait le laisser pratiquer les retournements, le ramper, le quatre pattes pour ensuite accéder à la marche. Alors du coup, au niveau de l'orthophonie, moi j'ai parlé du développement de la communication et des interactions, donc avec les parents ou avec d'autres enfants. Et ce qui est important d'observer, quels sont les prérequis à la communication, qu'est-ce qu'on peut travailler avec les enfants, comment on peut les aider en jouant avec eux, en manipulant, en verbalisant surtout ce qu'on fait avec eux. Et donc voilà, c'était l'occasion pour nous de cibler un public de professionnels et de leur donner quelques clés pour qu'ils puissent nous orienter le plus tôt possible les enfants au CAMS pour qu'ils puissent être pris en charge le plus tôt possible, parce qu'on sait que quand on intervient tôt, et bien après le développement se fait de façon beaucoup plus optimale. Et si moi je peux rajouter une dernière chose, c'est que l'intervention précoce elle est hyper importante, donc si jamais voilà, les parents à la maison vous avez des doutes sur le développement psychomoteur de votre enfant ou sur le plan langagier, voilà, faut surtout pas hésiter à en parler, à communiquer, à en parler à votre médecin, à votre entourage, voilà, et d'orienter le plus tôt possible. Voilà, c'est hyper important d'intervenir le plus tôt possible. Alors le bégaiement dans le développement de l'enfant peut apparaître quelquefois, on observe ça et c'est pas forcément grave. Le tout c'est que ça persiste pas. C'est quelque chose qui doit pas durer très longtemps. Si ça persiste plus de 6 mois, alors là il faut commencer à consulter parce que ça peut s'installer du coup et il faut pas du tout que ça s'installe. Une remise de récompense au terme d'une carrière exemplaire qui s'est passée le 16 mars au collège Jean Rostand. Une occasion pour Madame Laurence Seydon, principale du collège, de remettre à son collègue Monsieur Jérôme Husson les palmes académiques qui couronnent une carrière méritante et qui n'est pas encore achevée, qui s'achèvera, nous l'espérons tous pour lui, sur une autre promotion. Sous des aspects un peu lourds se cache un être délicieux qui gagne à être connu. Et lui, aujourd'hui, Jérôme n'est pas seulement un ex-collègue, bien plus qu'un ami. Je le considère comme un frère. Alors oui, je suis heureux que l'institution ait promu au grade de chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Un grand merci pour tout ce que tu donnes, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu apportes. Merci à l'institution de m'avoir donné l'occasion de te rencontrer. Monsieur Jérôme Husson, en ce jeudi 16 mars 2023, au nom du ministre de l'Éducation nationale et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je te fais chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Félicitations! Okay. Ah ouais. Je vois que... Alors, oui, c'est l'histoire d'une selle, mais pas de cheval. Ah la vache. Ah, bravo. Je vois. Ouais. Il y a eu des indiscrétions. Alors effectivement, Michel le disait, Laurence à demi-mot, mais on vieillit. Alors, j'espère bien, pour autant, j'ai enlevé les miroirs chez moi, comme ça, c'est plus facile à regarder. Mais, ouais, j'ai changé de machine, de destroyer, hein, parce que le mien était un peu trop haut et je n'arrive plus à lever le vent. Bon, pour autant, donc, je suis passé sur un, vous savez, un custom. Bon, et effectivement, le cuir s'impose. D'accord? bien vu alors. Oui. Très bien. Merci encore énormément à vous. Je vous dois tout. Allez au buffet maintenant. Merci. Bravo. Nous sommes ici ce soir en fait, pour honorer Jérôme Husson, le principal adjoint du collège Jean Rostand. Un personnage, un professionnel qui a beaucoup de qualités, dont a été retracé le parcours professionnel et le parcours personnel.
quelqu'un plein d'humanité que moi en tout cas j'ai eu plaisir à rencontrer et que je rencontre encore lors des conseils d'administration du collège. Quelqu'un qui a une bienveillance, qui a vraiment le souci des élèves et des collégiens qui font cette communauté, en tout cas sur la commune du Cateau et sur ce collège Jean Rostand. Donc je pense que c'est mérité vraiment et je suis tout à fait heureuse que l'ancien principal, Monsieur Le Cerf, ait pu voir pour qu'il soit promu à cette médaille des palmes académiques. Et je remercie Laurence Sédon, la nouvelle principale, de l'avoir mis à l'honneur. Et puis je lui souhaite en tout cas encore une longue vie professionnelle au sein de ce collège et puis peut-être ailleurs, voilà, selon ses aspirations. Mais en tout cas le remercier vivement, très chaleureusement, pour le travail qu'il a entamé et qu'il poursuit, à la fois auprès des professeurs, à la fois auprès de l'ensemble des collégiens, puisque ça a vraiment été mis en exergue, le fait qu'il fasse de l'individualité de chacun une force, et ça c'est très très appréciable, à la fois pour notre collège et à la fois pour le département du Nord. Eh bien, je suis très heureux que Jérôme Husson ait pu recevoir les palmes académiques. Ce fut un collaborateur extraordinaire, hors norme, investi, loyal, très compétent. Et franchement, les 4 années que j'ai passées avec lui ont été 4 années formidables. Voilà. Quelles sont vos émotions du jour? Alors la première, c'est une grande fierté quand on a les insignes de chevalier des palmes académiques. C'est quand même un grand moment. Et puis c'est un moment de reconnaissance de l'institution. Et puis j'ai retrouvé Monsieur Le Cerf, Monsieur Sénécaille, d'anciens chefs d'établissement qui m'ont, comme j'ai dit, soutenu, piloté, et bien sûrement, indéniablement, avec les équipes, permis que je sois un jour principal adjoint, et à Madame Sédon, pour que demain, peut-être, je puisse être un principal. Et donc c'est déjà une belle carrière, hein? Ah voilà, vous semblez dire que je suis vieux. Oui, j'ai de l'âge, bien sûr. Il me reste une dizaine d'années. Donc je vais essayer de ne pas changer, oui, de rester l'homme que je suis, et puis de garder cette famille, comme je l'ai dit, parce que dans ces missions de chef d'établissement adjoint, il faut être solide familialement, et puis il faut savoir se ressourcer. Voilà. Mais oui, un bonheur incommensurable d'avoir cette distinction. Une petite incursion maintenant dans la vie professionnelle avec le traditionnel forum des métiers qui se tient toujours au collège Jean Rostand et qui a eu lieu cette année au 15 mars. Une occasion pour les élèves de 4e et de 3e d'interroger des professionnels de différents métiers pour avoir une idée précise, ou plus précise en tout cas, de ce que pourrait être leur vie professionnelle après leur passage au collège et leur entrée dans la vie active que nous espérons fructueuse et enrichissante pour eux. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ce matin ici? Bah, on fait le forum des métiers. Et alors vous recherchez quoi? Des métiers, ouais. Alors bonjour, nous sommes la 3e Hemingway du collège Jean Rostand à Le Cateau-Cambrésis. Depuis le début d'année, on a 1 heure de tutorat le vendredi en M1 pour préparer le forum des métiers qui a eu lieu ce jour, le 15 mars 2023. Il est ouvert qu'aux 4e, aux 3e pour découvrir des métiers, pour leur aider à choisir leur avenir et leur lycée pour dans 2 ans ou dans 1 an. Nous retrouvons des professionnels d'entreprises privées, mais on a aussi des publics. Nous avons fait des mails, c'est M. Quentin Chevaux qui l'a fait, avec 3 autres personnes de la classe. Nous étions en groupe. Il y avait un groupe pour faire des affiches, un groupe pour faire des jeux, un groupe pour faire le livret, et un groupe pour faire les emails. Et c'est Quentin et ses 2 autres camarades qui se sont chargés de faire ça, et nous les remercions. Et nous remercions aussi Madame Poulard et M. Delanoë d'être là. Ça vous apporte quoi de créer ce forum? De nous aider nous, et d'aider les autres personnes pour leur avenir, et puis pour pas qu'ils soient trop perdus. Alors, est-ce que vous, malgré de gérer tout ça, vous avez trouvé des voies aujourd'hui? Oui. À Louise de Bittigny à Cambrai pour partir en ASSP, aide service soir à la personne. Alors, je m'appelle Pascal Fouret, je travaille pour INEO, qui est une filiale dans le domaine de l'électricité industrielle, pour le groupe Bouygues.
Écoutez, je suis venu au collège parce que je pense qu'il est intéressant dès le collège d'avoir une idée de ce que peuvent être les métiers qu'ils ne découvrent pas forcément à cette période de la scolarité, telle que donc, justement ce que je fais découvrir, l'électricité. Ça me semble intéressant que de pouvoir donner une idée de ce que peut être le métier, de ce qu'ils peuvent apprendre et découvrir par la suite dans leur future activité. Ah, les questions posées, c'est quoi le métier de l'électricien? C'est quoi le salaire de l'électricien? Et combien de temps faut-il travailler par semaine pour faire ce métier? Voilà. Alors, c'est assez précis, ouais, effectivement, et tout ça est bien variable en fonction de ce qu'on veut faire dans ce domaine de métier. Ah ben, ce qu'il y a de bien, c'est peut-être la liberté d'entreprendre que l'on peut avoir quand on travaille dans une entreprise comme la nôtre, INEO, donc filiale de Bouygues, où en fait on a la chance de faire beaucoup d'usines avec des productions très différentes, hein, telles que l'automobile, le verre, la métallurgie. Et donc on a une totale liberté d'entreprendre que l'on n'a pas forcément dans d'autres métiers. Bon, c'est un des avantages que je vois. Écoutez, Théo Lostria, je suis chargé de clientèle dans une entreprise d'informatique. On peut savoir laquelle? Alors c'est JVS Meristem, donc c'est une entreprise de logiciels pour les collectivités locales. Écoutez, je trouve ça intéressant et gratifiant de pouvoir partager mon métier au niveau des élèves, leur faire découvrir ce que c'est qu'un chargé de clientèle, leur faire découvrir mon métier. Et je pense que c'est aussi important que tous les professionnels prennent le temps d'éduquer et d'apprendre aux jeunes ce que c'est leur métier pour qu'ils aient vraiment d'autres horizons que ce qu'ils peuvent que voir eux dans leur vie, quoi. Alors, quelles sont les questions posées généralement? Alors, il y a les questions basiques, à savoir qu'est-ce que c'est votre métier, en quoi ça consiste. Après, on me demande aussi souvent les années d'études. Et la question qui revient à chaque fois systématiquement aussi, c'est combien vous gagnez. Et là, on répond bien. Et là, on essaye de répondre honnêtement. Pas dire combien on gagne, mais voilà, on donne des bons exemples. On leur explique aussi ce que c'est la vie. On leur explique ce que c'est la différence entre un salaire brut et un salaire net. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Alors, est-ce que vous semblez avoir réussi votre mission du jour? Oui, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont ressortis avec le sourire. Donc je pense que ouais, j'ai plutôt réussi ma mission du jour. Je suis content d'avoir pu peut-être leur ouvrir des possibilités de carrière, quoi. Eh ben, comme tous les ans, c'est une organisation au top grâce à mes élèves, hein. Je les remercie d'avoir fait tout ça. Et je les remercie au nom de leurs camarades, surtout de 4e et 3e, qui ont l'air de profiter de ce forum pour pouvoir trouver leur voie. Voilà, on l'espère. Un peu de détente et de sport maintenant, après la formation de l'esprit, un peu de pratique de culture physique pour se remettre en forme, avec cette année le départ du Paris-Roubaix Espoir qui aura lieu dans la ville du Cateau. En effet, ce 17 mars, M. Serge Siméon, maire du Cateau, a pu accueillir les organisateurs de l'épreuve internationale Espoir qui se tiendra le dimanche 7 mai et signer avec eux une convention unissant la ville avec le Vélo Club Roubaix Lille Métropole, qui est l'organisateur de cette course, une occasion de lever le voile sur un parcours New Look, tout au moins dans sa partie initiale, qui est profondément remanié. À noter que le Cateau lancera donc la 15e édition du Paris-Roubaix Espoir. La version Espoir de l'Enfer du Nord revient après 3 annulations d'affilée. Découvrons ensemble de quoi il s'agit. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce point presse? Écoutez, c'est merveilleux. Déjà merveilleux pour nous, surtout que la ville du Cateau veut bien accueillir le départ de Paris-Roubaix. Maintenant, c'est quand même depuis 3 ans qu'on n'a pas organisé. Et pour nous, c'était pas une solution de rester comme ça. Une première réunion a eu lieu au mois d'août l'an passé, un deuxième contact, et on a finalisé ici mardi avec les forces de l'ordre, services techniques, les lieux de permanence, l'itinéraire que nous avons modifié 2 fois en accord avec la police. Mais quand on travaille main dans la main, il n'y a pas de souci, tout va très bien. Quels sont les avantages que vous avez perçus pour venir au Cateau? Écoutez, déjà la distance entre Péronne et le Cateau est tout à fait différente, c'est beaucoup plus près. Nous restons sur le département du Nord. Le Cateau est une ville sportive. Le musée a tout ce qu'il faut au Cateau, donc on espère avoir un public assez important. Nous pensions nous loger également au Cateau, mais que la fête qu'il y a, malheureusement, on a dû partir se loger en Cambrai. Tout était complet, tout partout déjà quand on est réservé.
Mais pour le Cateau, moi je suis très très content et comme disait M. le maire, j'espère que nous pourrions revenir encore les années suivantes au Cateau. Bon, je pense qu'il vous a donné sa réponse. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'il y aura beaucoup de coureurs? Oui, alors là, ça, je vais laisser la parole à M. Carlos, qui est en charge du recrutement des équipes et qui est notre encyclopédie du vélo au Vélo Club de Roubaix. Voilà. Donc, à chacun sa tâche. Bonjour. Bonjour, alors voilà, je suis l'adjoint de Jean-Michel et j'ai été chargé du recrutement des équipes. C'est pas une chose facile parce que on a plus de 50 demandes, mais bien sûr nous sommes limités parce qu'on ne peut pas mettre 300 coureurs sur une épreuve comme Paris-Roubaix. Donc nous avons sélectionné 26 équipes. Alors ça représentera 12 nationalités différentes, ce qui est énorme. C'est le top du top dans la catégorie, c'est le plus haut niveau. Donc vous allez avoir ce jour-là, il y aura bien sûr 10 équipes françaises, vous aurez des Belges, des Néerlandais, des Allemands, des Danois, des Norvégiens, des Italiens, des Allemands, une équipe israélienne. Donc vous voyez, ça sera une participation, 2 équipes américaines, j'oubliais. Donc c'est une équipe très très internationale qui sera ici au départ le dimanche 7 mai. Bon, mais déjà, avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez situer à nos téléspectateurs quels sont les âges qui sont retenus pour cet espoir? Alors, le Paris-Roubaix Espoir s'adresse aux coureurs juste avant le passage chez les professionnels, bien qu'il y en a qui soient déjà professionnels, parce qu'il y aura 14 formations semi-professionnelles, et ça s'adresse aux coureurs qui sont âgés de 19 à 22 ans. Voilà. Mais c'est l'élite de cette catégorie qui sera au départ ici au Cateau. Bon, pas plus de 22 ans. Pas plus de 22 ans, c'est 19. En fait, ça s'appelle moins de 23 ans. Donc c'est 19, 20, 21, 22 ans. Voilà. D'accord. Et vous avez d'autres détails à nous donner? Non, pas du tout, sauf que bon, Paris-Roubaix, ça n'a pas été organisé pendant 3 ans, mais il y a de très grands champions qui ont inscrit leur nom au palmarès. J'en veux pour preuve Stéphane Roche, ça c'est beaucoup plus vieux, Marc Madiot, plus près de nous Thomas Pidcock, Stan de Wulf qui hier était, il n'y a pas très très longtemps, mais qui était devant hier au Grand Prix de Denain. Il n'y a que des grands champions, des futurs grands champions, parce que c'est encore c'est l'antichambre des professionnels qui inscrivent leur nom ou même qui montent sur le podium au palmarès de Paris-Roubaix Espoir. En fait, c'est une organisation très très prisée. Hein? Oui, c'est très prisé, mais c'est surtout celui qui inscrit son nom au palmarès de Paris-Roubaix Espoir est sûr de se retrouver dans une grande équipe professionnelle. Donc pour les coureurs, c'est très important. Donc, vivement cette date pour qu'on les voit. Oui, bien sûr. Surtout, ça permettra aussi aux gens du Cateau de voir deux futurs champions, je me répète, mais Paris-Roubaix Espoir, c'est l'antichambre du professionnalisme et des grands champions. Comment est-ce qu'on a pu faire venir Je dirais pas que c'est un concours de circonstances. Monsieur le maire a été sollicité pour recevoir la course du Paris-Roubaix Espoir. Comme on est plus ou moins, et c'est pas qu'on est plus ou moins, on a déjà organisé quelques courses ici et qu'on sait apporter notre logistique, notre savoir-faire sur un parcours que l'on connaît. En général, on part souvent sur un tour fictif, sur un départ après. Donc cette formule-là plaît un petit peu à tous les organisateurs. On la propose, on travaille ensemble comme il s'est passé avec les organisateurs de cette course parce que nous ne sommes que des personnes et une ville qui donne son aide à ce que l'organisation soit faite dans les règles. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est engagé et que l'on vient de signer la convention sur le fait d'organiser le 7 mai la course Paris-Roubaix Espoir. Bon, souvent il nous arrive quelques difficultés, c'est-à-dire les signaleurs, on en trouvera? Alors voilà, le problème des signaleurs, c'est qu'aujourd'hui, avec Philippe Poignet, responsable du service des sports, on a plus ou moins des personnes qui nous ont déjà répondu favorablement
Sur les parcours de signaleurs, donc au Cateau, on est une grande ville, on a beaucoup de carrefours, on a beaucoup de circulation, de carrefours à Bloclé. Il nous faut 48 signaleurs. Et 48 signaleurs, aujourd'hui, nous sommes à 20 signaleurs. Alors je lance un appel tout simplement du fait de parler à Beffroy-Vision. Toutes les personnes qui sont capables de prendre de son temps et d'être au cœur de l'action, de venir se rendre disponible 2 heures. 2 heures pour faire en sorte que cette manifestation soit encadrée correctement. Donc voilà, maintenant les résultantes du phénomène de manque de signaleurs, je ne la sais pas, donc il faut faire en sorte d'avoir le nombre pour que tout se passe bien. Moi je n'en doute pas, surtout qu'on avait quand même un grand panel hein, dans le passé. On a un réseau, si tu veux André, on a un réseau de personnes qui ont déjà répondu plusieurs fois aux courses des Hauts-de-France. On a déjà fait je dirais peut-être l'exploit, c'est un grand mot, mais on a déjà réussi à réunir 48 signaleurs, donc je pense qu'à la limite on va pouvoir faire en sorte de rééditer, je dirais pas cet exploit, faut pas exagérer, mais de sensibiliser les gens qui l'ont déjà fait à revenir le faire. Bien sûr que c'est du bénévolat, c'est de l'action, puis je sollicite aussi les associations sportives hein, qui ont des subventions de la municipalité et qui peuvent éventuellement nous déléguer 1 ou 2 signaleurs qui nous ferait déjà plaisir et qui rendrait un petit peu l'ascenseur des aides que la municipalité leur donne tout au long de l'année à chaque fois qu'ils font une manifestation. Aujourd'hui, on dira que la municipalité a besoin d'eux. Je pense que l'appel est entendu. J'espère que le message est passé. C'est pas, il faut un petit peu et puis bon, on a fait en sorte que sur le parcours, on ne gêne pas trop nos amis commerçants et que tout se passe bien et qu'il faut savoir aussi que si notre ville doit bouger, il y a la culture au Cateau, mais il y a des événements sportifs tels que le vélo. Donc voilà, le 7 mai, on sera là, on aura préparé et puis. Pour 1 heure de passage, 1 demi-heure dans la ville. Voilà, j'invite tout le monde à être présent. C'est un sport gratuit, donc il faut en profiter. Bon, monsieur le directeur, si vous aviez une conclusion à faire. Une conclusion à faire, du beau temps, ça ce serait très bien pour Paris-Roubaix. Du beau temps, on sort de la poussière. Si c'est de la pluie, ce sera de la boue, comme on a pu voir hier sur le Grand Prix de Denain avec malheureusement les chutes. Je n'ai jamais connu un Paris-Roubaix sans chute, hein, que ce soit du beau temps ou humide. Très content que Paris-Roubaix puisse ressortir après quelques années dans l'ombre et surtout très content que le Cateau m'a l'air bien emballé pour cette épreuve qui va partir le dimanche et qui permanence le samedi. On peut être que plus que satisfait. Non, je peux vous dire que nous sommes très emballés. Hein. Très, plus que ça, mais tout à fait. Et comme le disait Bruno, nous aurons un plateau vraiment exceptionnel. Et croyez-moi, comme il l'a dit, ce n'est pas évident du tout de faire une sélection. Bruno, quand on fait la sélection, ce n'est pas une sélection d'un gardien. On se fie au calendrier du classement UCI en regardant le classement des coureurs. On ne prend pas, je ne vais pas dire pas des mauvais coureurs, ce n'est pas le terme, mais la sélection est faite d'une façon éthique, il n'y a pas de problème. Bon. Nous nous revoyons à cette date-là? Oui, tout à fait. Je serai bienvenu à la permanence le samedi après-midi au Palais des Sports, à la salle de danse. Permanence sur l'inscription des équipes, suite le tirage au sort pour l'ordre des départs du dimanche. Et ensuite, on se reverra le dimanche matin, parce que la permanence se reverra à 10h. Et la présentation des équipes, Bruno va la déterminer par équipe. Voilà. Et s'il faut, on vous donnera, on verra par mail, vous aurez les horaires exacts. Et même le samedi, si vous venez à la permanence, vous recevrez tous les documents et les documents accréditation et presse que vous avez besoin, il n'y a aucun problème. Petit passage vers la nature. Les fêtes de Pâques approchent, une occasion de revenir vers un traditionnel concours de Pâques qui aura lieu cette année au marché aux bestiaux le samedi 18 mars 2023 avec au programme un programme de vente de bestiaux un peu traditionnel, un marché qui est ouvert aux
aux professionnels, mais auxquels les particuliers peuvent se présenter. Voilà pour ce concours de Pâques. Il ne s'agit pas d'œufs, mais il s'agit de bœuf. Bonjour à tous, aujourd'hui concours de Pâques. Concours de Pâques, donc on prépare les fêtes de Pâques avec un concours de bovins. Donc on a 200 bovins présents aujourd'hui. Concours d'agneaux, une quarantaine d'agneaux. Et puis après les porcs qui sont très bien représentés. On a 80 porcs qui sont présents. Donc les porcs du Haut-Pays et les porcs d'antan. Deux filières régionales, donc deux filières de qualité au niveau de la région. La différence essentielle, c'est que les porcs d'antan sont élevés sur paille. Les deux filières sont nourries à la graine de lin. Donc des porcs d'antan plus rustiques que des porcs PHP, hein, donc des porcs du Haut-Pays. Qualité de viande différente également, qualité de carcasse aussi. Les porcs d'antan sont des animaux... les chevilleurs donc, qui sont affiliés dans cette filière prennent la globalité des animaux de l'élevage. Au niveau du PHP, ce sont plus des femelles sélectionnées pour les bouchers charcutiers. Donc deux types de carcasses différentes qui doivent répondre finalement aux besoins de nos artisans bouchers qui veulent se spécialisé dans la qualité. Voilà. On est une association, hein, on a 25 ans où on est présent sur le territoire, on va dire Nord-Pas-de-Calais, hein, jusqu'au Hauts-de-France. Et aujourd'hui, les 20 éleveurs, 180, 200 artisans bouchers qui sont fidèles à l'association aujourd'hui. Alors le porc, c'est les porcs du Haut-Pays, hein, le porc du Haut-Pays. Donc aujourd'hui, la particularité des céréales produites sur l'exploitation, la graine de lin, on enrichit à 4% dans la graine de lin dans l'alimentation de nos animaux. Et le porc du Haut-Pays, ce sont que des femelles chez l'artisan boucher, sélectionnées. C'est le haut de gamme de l'élevage qui part pour nos artisans. Alors oui, aujourd'hui, le porc du Haut-Pays a une gamme de produits secs, hein, qui est le saucisson, essentiellement, qui lui est fait à base du porc entier. On prend le porc, hein, que ce soit le jambon, la longe, l'épaule, tout passe, la poitrine passe pour faire le saucisson. Donc on a un saucisson très maigre, de qualité, avec une DLC de 3 mois. Voilà. La filière élevage se porte bien, les cours sont là pour les éleveurs. Alors dans le porc, on n'a jamais connu ça. On arrive à un porc qui est au plus haut actuellement. Il a plus de 2,30 pour l'éleveur, c'est du jamais vu dans la filière. L'agneau, pareil, on a des explosions de prix dans la filière agneau. Et puis le bœuf qui avait déjà bien augmenté l'année dernière et qui se stabilise. Donc les éleveurs actuellement sont récompensés de leur travail. Alors ils ont des coûts d'alimentation qui sont aussi élevés dus aux sécheresses passées. Et on s'annonce aussi un hiver sec. Donc voilà, on espère que les aliments vont baisser. Mais avec un hiver qu'on a passé comme ça, on se dit on sera peut-être sur la même tendance que 2022. Un marché qui est toujours en pleine dynamique. Le lundi, on fait des petits veaux, le lundi après-midi. Le mardi, c'est le marché traditionnel de vaches de réforme, hein, vaches laitières. Et puis le jeudi, l'ex-marché d'Arras qui arrive au Cateau. Donc c'est 5 à 600 animaux tous les jeudis matins. Pour vous situer, cette semaine, je faisais les comptes ce matin, on a plus de 1000 animaux qui sont passés au marché du Cateau cette semaine. Donc on peut se féliciter d'avoir un marché qui se porte très bien au nord de Paris. On va laisser passer un peu de temps et puis la prochaine étape, c'est le mois d'octobre pour la Toussaint. Donc pour les fêtes de la Toussaint, puis après on aura une dernière rencontre pour Noël, début décembre. Et puis soutenez nos éleveurs, on en a besoin, mangez du local, ça fera vivre tout le monde. Exactement, ouais. Et la différence, ça se retrouvera dans l'assiette. Merci. Bon saucisson. Alors là, c'est avec quoi? Mimolette. La mimolette. Plonger dans la nature cette fois, ou tout au moins un deuxième plongeon dans la nature, où nous vous invitons à une visite guidée de la maison forestière, qui vous sera présentée par Madame Laurence Ribes, maire de Montet, et qui va répondre aux questions indiscrète ou pertinente de M. Bruno Villain, que vous connaissez bien. Une occasion pour vous de découvrir cette maison forestière qui permet aux jeunes de profiter d'un équipement voulu par la communauté d'agglomération du Caudrésie-Cathésie et qui met en honneur les belles randonnées qui peuvent être faites dans la région. Découvrons ensemble.
Alors, chers amis de Beffroi Vision, aujourd'hui, nous avons quitté le Cateau pour aller pas très loin. On est parti sur Ors, où Laurence va nous expliquer un petit peu ce bâtiment. Donc, nous sommes dans la future maison forestière. La maison forestière. Donc, je me présente, Laurence Ribes, maire de Monté et vice-présidente au tourisme et à la ruralité, à la communauté d'agglomération du Caudrésie-Catésie. Bon, ça, c'est bien dit. C'est très long, c'est très long. Et merci à vous d'être venu ici à Ors, à la maison forestière, et de me permettre de parler de cette maison, de ce site qui a beaucoup de richesses et beaucoup d'atouts. Alors on va retourner un petit peu en arrière, un petit peu l'idée. Donc ça a commencé d'une part avec le musée Owen qui s'est installé il y a déjà quelques années. Et donc après, je vais te laisser expliquer peut-être un petit peu. Oui, merci. Donc la maison Owen, donc, bien sûr, c'est la maison forestière de départ qui a été construite il y a très longtemps, mais qui a été inaugurée en 2011 pour le poète Wilfrid Owen, qui a passé sa dernière nuit dans la cave de la maison. En fait, c'était la dernière nuit et la dernière lettre qu'il a faite à sa mère avant de mourir sur les bords de la Sambre. Et donc là, en 2011, ce bâtiment a été inauguré et il est passé l'année suivante en la maison des Illustres. Alors, il faut préciser que même notre ministre de la Culture à l'époque, qui était M. Mitterrand, était venu, Frédéric Mitterrand. Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc voilà, donc ce bâtiment existe, il a toute une histoire, ça nous permet également ça vous permettra de le visiter, de revoir, de le comprendre, et voilà. Et on enchaîne sur le bâtiment 216 et donc maintenant la maison forestière. Donc tout ça, ça appartenait aux militaires, on est bien d'accord. Et donc il y a une rétrocession qui a été faite il y a quelques temps. Et donc ce bâtiment 216 a été racheté par la communauté d'agglo. Oui, il appartient maintenant à la communauté d'agglo, mais il appartenait dans un premier temps à la communauté de communes de Haute-Sambre-Bois-l'Évêque. Voilà. Et il a été rétrocédé en 1900. Non, je ne vais pas dire de date parce que je vais me tromper dans les dates. Voilà, donc maintenant il appartient à la communauté d'agglomération. Et donc on va en faire un lieu dédié à la nature, de bien-être, de découverte. De culture également, parce qu'il y a beaucoup de culture autour de nous, de bien-être, bien entendu, de randonnée, du sport. Enfin voilà, c'est une pépite chez nous, sur notre territoire. Nous avons une pépite et on doit absolument le mettre en valeur et le connaître au maximum. Alors on va essayer de faire un petit tour, c'est possible ? Oui, bien sûr. Alors ici, nous sommes à l'accueil, où nous avons du mobilier, des livres, il y a même des choses à acheter, je suppose. Oui, voilà, tout à fait. Donc ici, nous sommes dans le bureau d'information touristique qui sera géré par l'agence d'attractivité du Cambrésis. L'ancien office du tourisme. L'ancien office de tourisme. Et donc là, nous avons la boutique où les gens pourront acheter les produits estampillés Cambrésis, on va dire. Et donc ce petit salon, ça sera un salon de convivialité. On pourra prendre un petit café, se reposer, regarder la nature, dialoguer. Enfin, voilà. Le but de ce bâtiment, c'est également de pouvoir échanger avec les gens qui se promènent, qui s'y arrêtent et de se documenter. Alors on voit qu'il y a beaucoup de gens qui parcourent la forêt et finalement c'est un lieu qui peut être important en plus avec le restaurant qui n'est pas loin. Oui, mais nous avons vraiment beaucoup d'atouts. Donc nous avons un restaurant qui permettra de se restaurer aux gens qui viendront de l'extérieur. Il y a les randonnées. Nous pouvons également, il y aura de la location de vélos à assistance électrique avec un véloroute qui a été écrit, et qui est dans Vélo Rando d'ailleurs, et Visio Rando, pardon. Et donc c'est un parcours de 29 km 300 qui permet d'aller du Cateau, donc départ du musée Matisse par exemple, qui irait vers l'étang du Flaquet, parce que nous avons aussi l'étang du Flaquet qui n'est pas très loin, qui permettra de passer ici à la maison forestière, qui rejoindra donc le canal de la Sambre, qui permettra également d'aller jusqu'à Catillon,
voire jusqu'à Regé de Beaulieu, et ensuite revenir par la campagne et retour au musée Matisse, par exemple, enfin, à l'office de tourisme, ou alors un départ d'ici. Et bon, voilà, plusieurs boucles sont en préparation, mais la plus grande est déjà ficelée. Il y aura à peu près combien de vélos disponibles? 16 vélos seront disponibles. Hein. Pas forcément tous sur le même lieu, il y en aura également à l'office de tourisme du Cateau, hein, et le reste ici, la plus grosse partie ici. Parce qu'il y a également des vélos pour les enfants et également des petites charrettes en fait, que l'on met derrière les vélos pour pouvoir se véhiculer avec les enfants. Tout a été bien étudié alors. Oui, tout à fait. Tout a été bien étudié par l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné. Franchement, enfin, c'est vraiment un beau projet collectif. Et voilà. On continue notre visite? Oui, bien sûr. Alors, premier coin d'animation, donc on est où exactement? Alors ici, nous sommes dans la salle de projection, donc nous allons avoir des projections, par exemple le Stevenson, la descente du canal de la Sambre, tout ce qui concerne également le Cambrésis, tout ce qui peut être visité, voilà, ça c'est la première partie, une salle de projection. Ensuite, nous avons une salle, nous pouvons on peut avancer d'ailleurs. Une salle où là, ça nous permettra de lire. Il y aura des livres, de se reposer, le bien-être, toujours le bien-être. Ici, des jeux pour enfants également, mais tout autour de la nature, toujours en contact avec la nature. Toujours contact avec la nature. Voilà, ça c'est le but, vraiment le but de cette maison. Alors au moment de l'enregistrement, tout n'est pas encore mis en place, parce qu'il y a un grand nettoyage qui doit être fait, et pour préparer cette inauguration qui va avoir lieu quand? Alors l'inauguration a lieu donc, le samedi 1er avril et 2 avril, voilà, un week-end d'ouverture et d'inauguration. Donc les personnes qui nous regardent peuvent venir de quelle heure à quelle heure? Alors ils peuvent venir donc, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h30 à 17h. Avec des surprises, je suppose. Oui, beaucoup de surprises, beaucoup d'animations, hein, parce qu'il faut savoir aussi que ce qui sera dispensé même tout au long de l'année, du géocaching. Là, pour ce jour d'inauguration, il y aura de l'escape game. C'est quoi ça? Alors on met un masque et on a l'impression d'être dans une réalité augmentée, on va dire. Voilà. Je laisse découvrir, Vous allez pouvoir vous y inscrire. Je pense que c'est quelque chose qui va très très bien fonctionner. Il y aura des poneys, il y aura un village d'artisans locaux, hein, donc voilà, il y aura la Vivate, il y aura les Vergétéliers, voilà, il y aura vraiment une belle animation. Voilà, une belle animation. Il y aura l'ONF qui est un stand, le parc national régional de l'Avesnois qui va être également là pour faire des animations et qui va nous prêter une exposition sur la biodiversité. Alors, on va aller voir cette salle qui est pour l'instant vide, mais qui sera vite remplie. Alors, grande salle avec une salle d'exposition, hein, bien sûr, donc des tableaux, ça peut être... Donc là, pour l'inauguration, ça va être sur le sujet la biodiversité, mais... Par la suite, ça peut être au moment des pommes, de voir des pommes, au moment des champignons, exposer les champignons. Voilà, une fois par mois, on pourra aborder des thèmes complètement différents. Alors, les jeunes qui pourront venir ici passer un week-end, ils pourront se restaurer, je pense. Alors là, il y a une seconde étape. Donc, je dis bien, le bas sera géré par l'agence d'attractivité du Cambrésis. Le haut, nous avons un projet avec un prestataire qui va nous permettre d'accueillir des groupes d'enfants ou des groupes même d'adultes qui font de la randonnée. Voilà. Donc, nous avons 32 lits. Qui est à l'étage. Et nous avons donc un réfectoire avec une cuisine, mais qui nous permettra de faire le petit déjeuner uniquement. On va aller la voir. Bien sûr. Donc, deuxième stade, hein, après la découverte de tout ce qui était, je dirais,
animation, etc. Donc là, on pourrait recevoir avec un prestataire, donc des jeunes, et puis donc il y a tout ce qu'il faut pour déjeuner. Voilà, tout à fait. Ici, nous sommes dans l'espace cuisine, avec la cuisine équipée, qui permettra donc de faire le petit déjeuner. Donc on peut recevoir des groupes, ils pourront prendre le petit déjeuner et ensuite faire toutes leurs activités, que ce soit de la randonnée, du vélo, du sport, énormément de choses, et découvrir et apprendre, parce que bon, le site par lui-même, c'est vrai que c'était un site militaire, mais il a une histoire aussi, une histoire à raconter, et je pense que, on a vraiment beaucoup il y a vraiment beaucoup d'atouts, et on peut, parler d'énormément de choses, en fait. Je pense que c'est ce site, la richesse de ce site, en fait. C'est qu'on peut parler de la mémoire, hein, du passé, du présent et de l'avenir, parce que, bon, voilà, et aussi de se reposer, parce que, il faut savoir que le réchauffement climatique va nous permettre peut-être aussi d'avoir plus de touristes, et le pouvoir d'achat qui baisse, donc aller moins loin. Voilà, les habitants qui nous entourent, c'est vraiment il faut s'approprier le lieu, quoi. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils s'approprient le lieu et dire, bon voilà, je vais là et j'y vais me changer les idées et me détendre. Donc ce sera peut-être possible même à une famille de venir passer un week-end alors. Oui, tout à fait. Oui, ça, il faudra voir avec le futur prospect. Voilà. Alors nous sommes à l'étage maintenant, où nous sommes dans une chambre. Elle comprend combien de lits? Alors cette chambre, toutes les chambres d'ailleurs, comprennent 6 lits. Et comme vous pouvez le voir, les armoires sont d'origine. Ce sont les armoires de l'armée que j'ai voulu garder, une armoire dans chaque pièce, chaque chambre, pour avoir justement cette mémoire du passé. Et bien sûr, les lits ont été changés, renouvelés, les sanitaires ont été refaits, vous allez voir, douche et toilettes refaits. Donc tout pour accueillir un maximum de personnes. Tout pour accueillir environ, on va dire, entre 30 et 32 personnes. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. Alors, pour les accompagnants, il y a des pièces spéciales ou pas? Les accompagnants, donc il y aura une chambre qui sera réservée justement aux accompagnants. On retirera peut-être en fait 3 lits pour permettre aux accompagnants d'être un peu plus de façon intime, on va dire. Mais on a une chambre PMR également qui pourrait servir de chambre. C'est quoi une chambre PMR? Une chambre de personnes à mobilité réduite. D'accord. Qui est au rez-de-chaussée évidemment. Voilà, tout à fait, puisqu'on a une rampe d'accès qui permet d'accéder à cette chambre sans problème. Alors, on rappelle, si les gens veulent venir, c'est très très bientôt, le 1er avril. 1er avril. Non, ce n'est pas une farce, ce n'est pas un poisson. Donc samedi 1er avril à partir de 14h jusqu'à 18h et le lendemain de 9h30 à 17h. Écoutez, venez nombreux, il y aura beaucoup d'activités, et puis c'est pas très loin. Donc, non, c'est pas très loin, c'est pas très loin. Et donc je dirais que ce lieu, on va lui redonner une âme, puisqu'il l'avait un peu perdu, puisqu'avec le temps qui passait, on ne l'utilisait pas, donc on va lui redonner une âme. Et c'est un lieu qui vit, et c'est un lieu de vie. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Retour vers le passé cette fois. Avec l'ouverture des archives de Beffroivision, une traditionnelle ouverture, nous partons cette fois en mars 2003, et avec une occasion d'assister à une répétition à l'époque de la nouvelle chorale qui venait de se créer, ça fait donc il y a 20 ans, la chorale La Castellane, qui existe toujours, et qui vous invite à vous replonger sur les conditions de sa naissance et de son origine. Découvrons ensemble, ou plutôt écoutons, ce qui a pu être fait. La chorale du Cateau s'étoffe. Mais où sont les hommes? Que se passe-t-il le lundi soir à l'école de musique? Depuis quelques semaines maintenant, depuis début janvier 2003, nous avons essayé de monter une chorale. Ça fait plusieurs années qu'on nous demandait
de le faire, qu'on me demandait de le faire. Bon, avec mes activités, c'est pas toujours facile. Avec le nouveau directeur, on a choisi un style de musique, on a fait des choix au niveau des enseignements, donc ça m'a libéré un petit peu au niveau de la chorale. Donc j'ai pu lancer cette idée de chorale. Et chaque semaine, tous les lundis, de 18h30 à 20h, on se réunit pour apprendre à chanter ensemble parce que c'est le début de la chorale. Donc on fait des chants qui sont plus à une voix, comme ce soir, à 2 voix. Même si on a commencé par un kumbaya 4 voix, pour commencer à les habituer. Mais c'est surtout pour apprendre à chanter ensemble. Ça, c'est le but de ces premiers mois. Et au mois de septembre, parce que je suis en train de faire quelques tests de voix, et là, on aura vraiment des groupes qui vont se préciser, soprane, alto, ténor, basse, et puis on commencera à travailler un répertoire plus choral. On peut dire vraiment le succès au rendez-vous, il y a pas mal de monde. Hein. Oui, on a... Bon, je ne sais pas si on est tous là aujourd'hui, je ne pense pas. Parce qu'une chorale, c'est ça, il y a des gens qui travaillent le soir, il y en a qui sont souffrants, bon, c'est pas toujours évident. La voix, il faut qu'elle soit présente pour chanter, hein, c'est important. Et donc, on est inscrits maintenant, je crois, 39 inscrits, pour cette chorale de l'école de musique. Pourquoi venir à la chorale? Je viens à la chorale parce que j'adore chanter, déjà et d'une. Et puis bon, pour moi, chanter, c'est ma raison de vivre, comme il dit l'autre. Alors je viens ici pour chanter parce que j'adore ça. Et puis en plus, ici, on va se faire de la camaraderie, un peu de camaraderie quand même. L'ambiance. Oui, et puis on s'investit un peu dans la commune. Hein. Il faut s'investir un peu dans tout ce qui est communal. Hein. Sinon, il n'y a rien qui bouge. Hein. C'est très bien, on apprend à chanter ensemble, une bonne ambiance, c'est sympa, on fait de belles choses. J'aime bien chanter, puis ça m'intéresse. Mais ce qu'il faudrait, c'est un peu d'hommes. Parce qu'on est un peu submergé par les femmes, donc si on pouvait trouver des chanteurs, ça serait bien, quoi. Alors la chorale, c'est tous les lundis, de 18h30 à 20h. Enfin, c'était à l'école de musique, mais comme on est maintenant trop nombreux, on est un peu serré. On va se rendre à la bibliothèque chaque semaine, le lundi de 18h30 à 20h. Et puis si on veut s'inscrire, on regarde dans le bottin. Non, si on veut s'inscrire, on téléphone à l'école de musique, au directeur, M. Berkmans, qui va prendre les références et qui va envoyer les gens demandeurs donc, à cette bibliothèque tous les lundis de 18h30 à 20h. Chers amis, je vous remercie des instants que vous aurez pu passer à prendre connaissance de ces nouvelles. Comme vous le voyez, la région ne manque pas d'initiatives et d'attrait. Je vous souhaite une excellente semaine d'ici au prochain journal. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.